Bon, eh bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour ce second épisode de l'émission Derby Time qui, toutes les 2 semaines, vous fera découvrir ou redécouvrir un derby ou une rivalité historique du football mondial à travers l'histoire, les statistiques et des rencontres marquantes. Après la Bundesliga, cette fois, nous allons voyager en Angleterre et poser nos valises à Londres. Ce dimanche se déroulait le derby du nord de Londres, The North London Derby, opposant Arsenal et Tottenham. Après 90 minutes d'une bataille intense sur la pelouse de l'Emirates Stadium, ce sont les Gunners qui remportent ce duel 2-1 grâce au but de Martin Ødegaard et d'Alexandre Lacazette. Mais avant d'aller plus loin, on va rapidement vous présenter ces deux clubs incontournables de Première Ligue. Et pour ce faire, nous accueillons ce soir Fayad, fan d'Arsenal. Tu es éditorialiste pour les réservistes et ta passion du football ne s'arrête pas là puisque tu es aussi entraîneur adjoint d'une équipe de jeunes à la jeunesse d'Aubervilliers. Bonjour Fayad. Bonjour à toi, Augustin, et bonjour aussi à Docteur Meyer. J'ai envie de te dire merci pour cette invitation. Ça va être un Bah, pas de plaisir de souci. revenir avec toi avec vous plutôt même sur ce derby et même plus longuement sur la rivalité qui oppose ces deux clubs londoniens. Merci en tout cas à toi d'avoir accepté notre invitation déjà. Et je vais tout de suite te poser une première question. Depuis combien de temps es-tu supporter justement des Gunners? C'est assez difficile à situer dans la mesure où je sais que ma sensibilité pour ce club, elle remonte à l'époque de Thierry Henry. Mais pour tout dire, je suis né en 98, donc à cette époque-là, j'étais assez jeune, les Invincibles, etc. Je les ai pas connus de façon assez, comment dire, j'ai envie de dire assez lucide. J'étais pas assez grand pour pouvoir vraiment comprendre ce qui se passait, mais je regardais téléfoot, j'avais ces petits flashbacks. Et puis, j'ai commencé à vraiment les suivre à partir de, allez, je dirais la génération Fabregas Flamini, la saison 2007-2008, le match à San Siro contre le Milan AC. C'est à partir de là que j'ai vraiment pu suivre avec plus de continuité les matchs d'Arsenal. Et puis jusqu'à aujourd'hui, ça m'a pas quitté. D'accord, donc c'est quand même une passion qui a déjà plus de 10 ans. Oui, ça fait un bon bout de temps. Et ben, on va pouvoir justement tester tes connaissances et te cuisiner un petit peu sur toutes les petites questions qu'on peut avoir sur Arsenal comme ça. Et de l'autre côté du ring, nous allons accueillir Docteur Meyer. Tu es l'un des membres du groupe N17 qui relaie l'actualité des Spurs au travers de votre site grâce à des articles et des podcasts, pardon, entre autres. Et est-ce que tu peux nous dire justement, Docteur Meyer, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta passion pour Tottenham? Alors déjà, bonjour à tous. Donc un plaisir d'être ici avec vous. Donc oui, donc déjà moi, alors je suis supporter depuis, enfin supporter. Oui, on peut dire supporter de Tottenham depuis moins longtemps que mon confrère chez Arsenal. Plutôt depuis environ, je dirais à peu près 4 ans que je suis vraiment à fond l'actualité des Spurs, qui remonte en fait à l'année où je me suis commencé à vraiment m'intéresser massivement au football. Je suis toujours intéressé au football, mais de façon un peu sporadique. Et depuis 4 ans, je regarde des matchs quasiment tous les jours. Je regarde l'actualité, je lis des articles, je me suis investi vraiment beaucoup. Et depuis août-septembre 2020, j'ai créé, enfin, avec d'autres personnes, sous l'initiative de Adrien, qui est présent sur Twitter, le collectif N17, où en effet, comme tu l'as très bien dit, on, c'est un compte Twitter qui est rallié à un site internet où on peut écrire des articles dessus. Il y a aussi un forum. Et si vous supportez Tottenham, vous pouvez même prendre contact avec nous si vous avez envie d'écrire un article. C'est tout à fait possible. Il n'y a pas besoin d'être membre de N17. Et notre compte Twitter, lui, est un compte où on écrit des tweets sur l'actualité, donc mercato, bon, classique, hein, live match, etc. Et on met également en ligne nos podcasts qui sont présents sur le site, évidemment, mais aussi sur d'autres plateformes comme Spotify, iTunes, et voilà. Et du coup, pour tous les intrigués, parce que tout le monde ne connaît pas forcément cette signification de N17, est-ce que tu peux rapidement réexpliquer ce que tu nous avais expliqué en off, justement, la Oui, signification de ce terme? c'est tout simple. En fait, N17, c'est le nom du code postal du quartier de Tottenham, qui est dans le nord de Londres. Et c'est un signe distinctif que s'est approprié de nombreux supporters au fil du temps. Bon, et bien super. Et puis, comme à chaque fois, je suis accompagné de mon acolyte Anthony. Salut à toi d'ailleurs. Est-ce que tu peux déjà commencer par cette petite présentation sur Arsenal?
Salut à toi et bonjour et merci à nos deux invités du jour. Donc, on va tout de suite rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc, je vais commencer par présenter le club de Arsenal. Donc, il a été fondé le 1er décembre 1886, donc dans la ville de Londres, au nord de la capitale britannique. Il participe au championnat d'Angleterre depuis 1919 et ont remporté 13 éditions. Donc, c'est le troisième club le plus titré. Ils ont également gagné 14 coupes d'Angleterre, ce qui est le record, 2 coupes de la Ligue et 16 Community Shield. Ils ont également remporté une Coupe des Coupes en 1994. Ils jouent à l'Emirates Stadium, donc qui comporte 60 704 places depuis 2006. Et auparavant, ils étaient dans leur mythique stade du Highbury. Le joueur le plus capé, c'est l'Irlandais David O'Leary, avec 722 caps entre 1975 et 1993. Le meilleur buteur qui d'autre que le Français Thierry Henry, avec ses 228 buts entre 1999 et 2007, puis lors de son court passage en 2012. Pour une petite anecdote sur le club, un fait marquant, je peux parler de Arsène Wenger qui a tout simplement entraîné le club pendant 22 ans. Donc l'Alsacien bien connu en France et outre-Rhin était le 18e entraîneur de l'histoire et c'était le premier non-britannique. À son arrivée, le journal l'Evening Standard avait notamment publié un article avec le titre Arsène Who, donc Arsène qui, en mode personne ne le connaît. Mais la suite, comme tout le monde le sait et même les fans de foot en général, appartient à l'histoire. 707 victoires, 280 nuls et 248 défaites, 3 fois vainqueur du championnat d'Angleterre, 7 coupes d'Angleterre et 7 Community Shield. Et petite anecdote pour tous les fans d'Arsenal, il a édité un livre l'année dernière qui est paru en 2020 intitulé Ma vie en rouge et blanc. Et donc parmi ses aventures qu'il raconte, il y a notamment son passage à Arsenal qui reste une grande partie de sa vie. Donc je vais tout de suite, après cette courte présentation du club, poser une première question pour toi Fayad. Si tu devais citer un ou deux faits particuliers sur le club d'Arsenal dont je n'ai pas parlé, de quoi est-ce que tu pourrais nous parler? J'ai plutôt envie de te parler un peu plus de l'amour que j'ai pour ce club, on va dire de l'affinité que j'ai avec ce club. Et j'ai envie de rebondir sur Wenger parce que c'est intimement lié, dans la mesure où ce que j'ai toujours aimé chez Arsenal, ben, il y a déjà eu ce côté un peu Frenchy, le fait de voir des joueurs comme Thierry Henry, comme Patrick Vieira, qui vraiment ont explosé là-bas. Et quand bien même j'étais jeune à l'époque, j'étais vraiment jeune, j'avais pas la capacité d'analyse, mais le fait d'avoir des internationaux français, d'avoir des joueurs qu'on voyait tous les dimanches à Téléfoot, justement parce qu'ils étaient français et qui brillaient dans ce championnat, bah forcément déjà ça marque. Et ensuite, pour en venir encore à Wenger, il y a cette affinité dans le jeu. C'est-à-dire que quand j'ai un peu plus grandi, bah, j'ai pris beaucoup de plaisir devant Arsenal qui avait un peu cette réputation, même si j'aimais pas trop cette appellation de petit Barcelone, mais il y avait cette idée vraiment de jeu de football total qui s'est matérialisé ensuite par des joueurs comme Fabregas, comme Van Persie, comme Nasri, comme Arshavin et j'en passe. Il y en a eu tellement des joueurs des très beaux joueurs de ballon à Arsenal. Il y avait vraiment ce côté esthétique et qui m'a aussi façonné dans ma vision du football et mon rapport à ce sport. Et il y a vraiment cette affinité qui s'est créée autour de ce club. Et ça fait vraiment écho à ce que tu disais sur Wenger parce que c'est vraiment la continuité de tout ça. Il a quand même bien façonné ce club. Il lui a ramené une identité, je trouve, dans le jeu. Et, et c'est vraiment très intéressant parce que sans lui, il y aurait pas cette communauté française fan d'Arsenal qu'on voit aujourd'hui. Et puis, honte à moi, avant de lancer Augustin sur Tottenham, j'ai oublié le petit détail que le club a été nommé l'Invincible Arsenal en 2004, où c'est un fait assez rare pour être souligné, où ils ont tout simplement fini sacré champion en ne perdant aucun match et ont porté le record d'invincibilité en Première Ligue à 49 matchs d'affilée. Et donc, c'était sous l'ère Wenger et ça rejoint un petit peu tout ce que tu as pu nous dire sur l'entraîneur et sur le club en soi. Donc maintenant, Augustin, à ton tour, avec Tottenham. Je te laisse la main. Donc oui, Tottenham, club londonien, du coup, du nord de Londres comme Arsenal, est fondé en 1882 dans la banlieue du même nom. Le club est généralement désigné sous le nom des Spurs, alors que ses propres supporters les appellent les Lily Whites en raison de leur maillot traditionnellement blanc. Ils détiennent 2 championnats d'Angleterre remportés en 1951 et en 1961. Ils ont aussi remporté 8 coupes d'Angleterre, 4 coupes de la Ligue et 7 Community Shield. Ils remportent 2 coupes de l'UEFA en 72 et en 1984 et ont récemment été finalistes de la Ligue des Champions en 2019 où ils s'inclinent face à Liverpool. Depuis 2019, le club a abandonné sa mythique enceinte du White Hart Lane pour désormais évoluer au Tottenham Hotspur Stadium qui contient plus de 62 000 places. Le joueur le plus capé est le milieu de terrain Steve Perryman qui a joué 866 matchs entre 69 et 86.
Le meilleur buteur est Jimmy Greaves avec 266 buts sous le maillot blanc. Mais celui-ci pourrait bientôt perdre son record puisqu'Harry Kane, l'actuel capitaine des Free Lions, l'équipe nationale d'Angleterre, en est à 214 buts depuis 2011 sous le maillot de Tottenham et pourrait donc très vite dépasser le record de Greaves. Enfin, le club est le plus supporté dans la capitale britannique et le chant le plus emblématique est le Oh When the Spurs Go Marching In, quand les Spurs se mettent en marche, reprise du célèbre morceau de Louis Armstrong dont on peut tout de suite écouter un court extrait. Voilà, alors du coup, pour cette petite parenthèse musicale, eh bien du coup, moi aussi j'ai une question à te poser, docteur Meyer. Si tu devais citer toi aussi un ou deux faits particuliers sur ton club, lesquels te viennent à l'esprit? Alors, tout d'abord, je voulais faire quelques petites précisions par rapport à ce que tu as dit. Alors déjà, tu as fait un assez bon résumé de cette bonne présentation de ce que c'est Tottenham, donc bravo à toi. C'est assez difficile toujours de présenter un club qui n'est pas le sien. Mais j'ai quelques petites précisions, comme par exemple quand tu disais, c'est ce qu'il disait sur Wikipédia, ça, que les supporters des Spurs s'appellent eux-mêmes les Lily Whites. En fait, on s'appelle Spurs aussi, en fait, hein. C'est pas une appellation qui a été inventée par les médias. Et même Lily Whites, c'est finalement assez peu dit. En général, ceux qui l'utilisent le plus, c'est les membres d'une association de supporters qui s'appelle Proud Lily Whites, qui est en fait l'association LGBT des Spurs de Tottenham, en fait. C'est surtout eux qui vont l'utiliser. Donc voilà. Et j'aurais voulu faire une petite précision aussi qui me paraissait importante parce que c'est un volet qui est toujours important dans le football actuel. C'est qui possèdent Tottenham. Je trouve que c'est quelque chose qui est important. C'est le groupe ENIC, donc qui est possédé par Joe Lewis, le vieux Joe Lewis, qui a plus de 80 ans, je crois. Et le président de Tottenham, évidemment, c'est Daniel Levy, qui est le président qui est en poste depuis le plus longtemps en Première Ligue. C'est un peu le Jean-Michel Aulas anglais, comme certains Français aiment à l'appeler, qui est à la tête de Tottenham depuis 20 ans. Avant d'aller plus loin et justement de parler du derby, on voulait faire un petit point rapide sur les saisons. Donc, justement, je vais commencer par toi. Tottenham est actuellement 7e avec 3 points de retard sur West Ham, 5e. Vous comptez 9 défaites. Les hommes de José Mourinho sont bien partis pour se qualifier en quart de finale d'Europa League, voilà, après leur victoire 2-0 contre Zagreb. De l'extérieur, l'équipe a l'air d'être capable du meilleur comme du pire. Qu'est-ce que tu en penses? C'est quelque chose qui est assez compliqué. L'analyse de la dynamique des Spurs en ce moment, on se pose beaucoup de questions, un peu tout le monde justement, on essaie de comprendre qu'est-ce qui va pas en ce moment, parce que les médias disent quand même qu'il y a des résultats en dents de scie. Et que Tottenham, ouais, que ça est capable du meilleur comme du pire. Je trouve quand même que quand on regarde les résultats, Tottenham en ce moment, depuis à peu près décembre, s'est imposé que contre des équipes soit très faibles, par exemple le Marine FC qui est une équipe de Division 8 en FA Cup, ou des équipes assez moyennes de Première Ligue comme par exemple Crystal Palace ou Burnley. Mais dès qu'il faut affronter une équipe qui est même pas dans le top 6, dans le top 10, hein, comme par exemple comme Arsenal, le week-end dernier, l'équipe n'y arrive pas, elle ne montre pas grand-chose. Et du coup, est-ce qu'on peut espérer quelque chose pour la fin de saison, une qualification en Ligue des Champions? Moi, ça me paraît très très compliqué, à moins de remporter l'Europa League. Mais compte tenu des plans de José Mourinho, je reste assez pessimiste quand même. Après avoir parlé de Tottenham, j'ai un peu posé la même question à Fayad pour Arsenal. Donc la saison est tout aussi compliquée avec une 10e place et déjà 11 défaites. Mais comme leurs homologues londoniens, Arsenal est bien parti pour se qualifier en quart de finale d'Europa après leur victoire 3-1 à l'Olympiakos jeudi dernier. Quel est ton avis, ton ressenti sur la saison et notamment sur le système mis en place par Arteta? C'est une saison qui est un peu en dents de scie du côté d'Arsenal avec des bonnes et des moins bonnes phases qui sont souvent le résultat de bonnes et de mauvaises dynamiques, avec quand même des choses qui reviennent, qui sont assez récurrentes et qui sont présentes depuis plusieurs saisons, comme cette capacité d'autodestruction. Quand on regarde la saison, il y a quand même eu des phases intéressantes avec le match à Manchester United, notamment cette victoire à Old Trafford qui était intéressante.
Et puis, il y a eu un gros passage à vide où ça se passait pas très bien. Et puis, on a eu l'impression que depuis le match contre Chelsea, il y a quand même un déclic avec notamment l'intégration d'un joueur comme Smith Rowe, avec un Saka qui a encore plus monté en puissance, malgré des rechutes qu'on peut citer, que ce soit Aston Villa, Wolverhampton. C'est deux matchs qui s'enchaînent, si je dis pas de bêtises. Mais aussi, oui, il y a aussi ces matchs-là qui ont vraiment remis le doute. Et puis finalement, récemment, il y a une dynamique qui redevient intéressante avec la victoire à Leicester. Enfin, contre Leicester, pardon, la qualification contre le Benfica qui a acquise un peu dans la douleur, mais qui est quand même synonyme de force de caractère. Donc, j'ai envie de te dire qu'on ne sait pas sur quel pied danser. Quand on regarde les choses factuellement, l'Arsenal est 10e à 5 points du top 6. Ça serait quand même un bel objectif d'aller accrocher le top 6 quand on voit la saison en dents de scie et d'aller, pourquoi pas, chercher une victoire en Europa League et surtout de voir qu'est-ce qu'il y a à garder de la saison. On va maintenant donc rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, remonter le temps et s'intéresser à l'histoire. Donc d'où vient cette rivalité et comment a-t-elle évolué au cours des décennies? Alors Augustin, je te laisse commencer. De quand date le premier North London Derby? Ouais, alors le premier match date du 11 novembre 1887. Ça fait déjà un petit bail, hein. Alors qu'Arsenal portait encore le nom de Royal Arsenal, le match fut interrompu 15 minutes avant sa fin normale à cause de l'obscurité. Les Spurs menaient au score 2-1. Et sinon, le premier affrontement en championnat remonte au 4 décembre 1909. Arsenal l'emporta 1-0. Mais du coup, la féroce rivalité ne commença pas avant la Première Guerre mondiale et 1913 avec le déménagement des Gunners de Woolwich vers Highbury, à proximité donc du stade de Tottenham. Ce rapprochement géographique, ça fut un peu la première grande source de conflit entre les deux équipes. Lors de la dernière saison d'avant-guerre, donc la guerre 14-18, donc en 1915, Tottenham était en première division et Arsenal en seconde. Le sentiment de défiance, il fut renforcé lorsque le championnat d'Angleterre a repris son cours en 1919, donc après la guerre. À ce moment-là, le championnat s'élargit et passe de 20 à 22 équipes. Mais à l'époque, il n'existait aucune règle, aucun règlement précis, et les places furent attribuées par un vote. Alors, tu vas tout de suite nous raconter comment ça s'est passé. Donc la procédure fut entachée par un scandale lors de la saison 1915, durant laquelle certains matchs furent arrangés. Et Tottenham, qui était donc à l'époque classé 20e, aurait donc pu échapper à la relégation. Et Barnsley, qui était en deuxième division, classé 3e, aurait normalement dû être promu. Le vote en décida par contre autrement. Le président d'Arsenal, Henry Norris, réussit à rassembler une majorité de votants afin de promouvoir son propre club, qui était pourtant classé à la 5e place du championnat. Il fut accusé d'avoir versé des dessous de table, mais aucune malversation n'a jamais été prouvée. Tottenham remonta la saison suivante et depuis, la rivalité ne fit que de s'amplifier entre les deux clubs voisins. Et comme dans toutes les rivalités sportives, les supporters des deux équipes habitant les mêmes quartiers aiment se chambrer. Les joueurs passant d'un club à l'autre sont considérés souvent comme des traîtres. Enfin, pour conclure cette petite partie historique, je voulais revenir sur le jour où Arsenal joue le titre sur la pelouse de Tottenham. C'est d'ailleurs le derby le plus mémorable à mon sens jusqu'à ce jour. Les Gunners n'ont besoin que d'un petit nul pour être sacrés, mais pourtant ce 25 avril 2004, ils mènent 2-0 après 35 minutes de jeu, grâce au but de nos tricolores Patrick Vieira et Robert Pires. Une victoire semble alors se profiler et Tottenham, piqué dans son orgueil, réduit déjà l'écart grâce à Jamie Redknapp avant que l'arbitre n'accorde un penalty à Robbie Keane, qui se charge lui-même de le convertir à la 90e minute. Quoi qu'il en soit, Arsenal a réalisé un exploit qu'aucune autre équipe a réalisé auparavant, être champion d'Angleterre sans perdre un seul match et en plus sur le terrain de l'ennemi juré. Anthony, je te laisse passer aux stats. Comme tu viens de le dire, on passe aux stats rapidement. Donc au total, il y a eu 206 matchs entre les deux équipes pour un bilan en faveur des Gunners, avec 86 victoires et 56 nuls contre 64 victoires de Tottenham. Alors pour la petite anecdote, entre le 7 novembre 1999 et le 22 janvier 2008, les Gunners restent invaincus pendant 18 rencontres. Le 6 décembre 2020, Harry Kane devient le meilleur buteur de ce derby avec 11 buts. Donc il vient de passer devant Emmanuel Adebayor et Bobby Smith qui en avaient 10 chacun. Et sur la troisième marche du podium se trouve le Français Robert Pires. Le plus grand nombre de buts inscrits en un match, c'était lors de la victoire 5-4 d'Arsenal en 2004. Tu parlais avant des traîtres, donc parmi les joueurs qui ont fait les deux clubs, on peut notamment citer le défenseur anglais Sol Campbell, qui a joué de 1992 à 2001 à Tottenham avant de partir chez le rival de 2001 à 2006. Et je vois Dr Meyer sourire à l'évocation de son prénom. Et William Gallas, qui est parti en 2010 d'Arsenal après 143 matchs pour rejoindre les Spurs.
Et enfin, l'attaquant Emmanuel Adebayor, qui après 4 saisons à Arsenal, a joué la même période à Tottenham. Donc bien sûr, c'est pas les seuls, mais c'est un petit peu les plus marquants. Dans cette troisième et avant-dernière partie, on va s'intéresser plus concrètement à une rencontre et à du jeu. Comme tu l'as dit précédemment, 206 confrontations ont eu lieu. Et alors, j'ai de nouveau une question pour nos deux invités. Quel est le match qui vous revient déjà le plus en tête lorsqu'on évoque le nom du North London Derby et pourquoi? Je ne sais pas qui veut commencer, comme vous voulez. Vas-y, docteur Meyer, je te laisse la priorité. Il y en a plusieurs. Lequel qui m'aurait le plus marqué? Le dernier m'avait bien le dernier à domicile m'avait bien marqué parce qu'il y avait eu deux buts d'anthologie qui ont été marqués par Hugminson et par Harry Kane. Donc c'était en novembre ou décembre dernier, je crois, parce que c'était un match vraiment maîtrisé de bout en bout et c'était un résultat qui était important à l'époque. Après, peut-être, je dirais celui qui m'a le plus marqué au final, c'était même pas une victoire, c'était un match nul. C'était en 2015. Est-ce que c'était en 2015 ou 2016? Je crois que c'était 2015 ou 2016. C'était un match à White Hart Lane, un des derniers, du coup, à domicile contre un des derniers North London Derby à White Hart Lane, où Harry Kane avait mis un but incroyable. Il était à gauche de la surface et il envoie une minace dans un angle impossible qui frappe sur le poteau, ça fait poteau rentrant. Et la célébration qui s'ensuit, le stade, il explose. Harry Kane, il avait une espèce de masque sur sa tête, il l'enlève. Enfin, c'était incroyable. Eh bien, merci pour ces petites précisions. Fayad, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ton Euh, côté? Justement, un peu comme Dr Meyer, j'étais un peu en train d'essayer d'en trouver parce qu'il y a pas mal de matchs, mais il n'y avait pas non plus de matchs qui m'avaient non plus, comment dire, qui m'avaient choqué parce que tu vois, par exemple, si on peut citer les années 2010, bizarrement, j'avais plus retenu des confrontations d'Arsenal en Ligue des Champions, comme par exemple le match à Liverpool qui m'avait beaucoup plus marqué. Mais là, en y repensant, je sais pas si vous vous en rappelez, je crois que c'est la saison 2010-2011, le Tottenham de Reknap à l'époque avec les Van der Vaart, Modric, etc. Il y a un 3 partout. Il y a un 3 partout, un match assez fou parce qu'à l'époque, ce qui était vraiment intéressant, c'est que avant ça, Tottenham était un peu une équipe, c'est un peu dur à dire, hein, ça va peut-être pas te faire Docteur Meilleur, mais un peu de seconde zone en Angleterre. Et c'était une équipe qui était vraiment en train de monter. Et cette saison-là, je trouve que ça l'avait vraiment matérialisé avec ce retour en Ligue des Champions, je crois 40 ou 50 ans après. C'est la même saison où, si je dis pas de bêtises, il y a Gareth Bale qui nous fait ce match monstrueux contre l'Inter. Et Redknapp avait vraiment monté une équipe très intéressante, il y avait eu un gros mercato. Et lors de ce derby, plus que la rivalité et le fait de gagner ou de perdre ce match, il y avait un peu la dimension de se dire est-ce que Tottenham ne va pas devenir un réel concurrent en Angleterre pour Arsenal, un club qui peut vraiment venir s'immiscer à l'époque dans le Big Four qui était assez installé. Et ce match-là avait aussi montré parce que ça avait été un match vraiment engagé. Et puis ce qui m'avait vraiment, comment dire, surpris le mot un peu grand, mais en termes de créativité, en termes de jeu, il y avait vraiment du répondant du côté de Tottenham grâce à vraiment tous ces joueurs et cet effectif qui m'avait vraiment plu. Donc, c'est vraiment un des matchs qui m'avait vraiment frappé personnellement. Après, oui, on peut aussi parler de celui qu'on a vu récemment qui était très, très intéressant. Mais je pense que oui, personnellement, ça serait plutôt celui-là. Eh bien, justement, tu parlais d'effectifs il y a quelques instants. Donc, le docteur Meyer nous a expliqué que c'était surtout Kane et Minson qui l'avaient marqué. Je vais te poser la même question. Est-ce que tu as des joueurs qui t'ont plus marqué que d'autres ou est-ce qu'ils ont eu un impact chez les Gunners que tu as particulièrement bien retenu? Alors, j'ai Kane et Son qui m'ont marqué, c'est leur but lors du North London Derby, le dernier à domicile qui m'avait marqué. Mais des joueurs qui m'ont vraiment marqué, il y en a d'autres. Je pensais que ça faisait. Bon, je pense que ça fait partie de la liste en tout cas, parce que la Oui, façon dont on a c'est parlé, ça. je comprenais que c'était vraiment important. Mais du coup, je te pose la même question en même temps. Peut-être du coup, Fayad commence et puis tu pourras enchaîner direct derrière, pas de souci. Bah, tu sais, ta question elle est assez complexe dans la mesure où ça dépend des époques. Mais du côté d'Arsenal, j'ai un lien fort vis-à-vis des joueurs parce qu'ils ont aussi beaucoup été dans ce dont pardon, je te parlais tout à l'heure, tu vois, le côté un peu esthétique d'Arsenal. Et J'allais ça te s'est dire, si aussi c'est vu dans pas les. un joueur en particulier, tu peux parler d'une génération de joueurs, d'une équipe, C'est des ça. saisons spécifiques, justement. Mais assez bizarrement, euh, c'est pas la génération qui a gagné parce que, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'étais un peu trop jeune pour avoir vraiment du recul et une analyse poussée. Mais personnellement, la génération qui m'a vraiment fait kiffer, si je peux parler un peu familièrement,
C'est vraiment celle de Fabregas, de Diaby, de Alexandre Song, de Robin van Persie, de Nasri, d'Arshavin, de Walcott, de Sagna, de Clichy, de Gallas, même si ensuite il est parti de l'autre côté. Mais bon, connaissant Gallas, c'est pas étonnant. Il a fait Chelsea, il a fait un peu le tour de Londres, l'ami William. Mais c'était vraiment une génération qui m'avait marqué parce que malgré le fait qu'elle ne gagne pas, il y avait vraiment cette force collective, il y avait ce côté vraiment plaisant. Je savais que quand je me mettais devant un match d'Arsenal, ben, j'allais prendre mon pied, quoi. Et c'est quelque chose qui n'était pas négligeable pour moi et qui m'a fasciné dans la mesure où, à partir de là, j'ai eu cette exigence vis-à-vis des matchs que je regardais, vis-à-vis du spectacle que proposaient les 22 joueurs sur le terrain. Et oui, c'est vraiment l'équipe qui m'a fait la plus forte impression et pour laquelle j'ai vraiment ce côté émotionnel, cet attachement. Vraiment, c'est cet attachement. Et si je devais vraiment t'en citer qu'un, ça serait, enfin deux même, allez, ce serait vraiment Van Persie et Son. D'accord. Et ben, c'est une super génération puisque bah, ils ont toujours fait forte impression à beaucoup de monde, je crois. Donc, moi, c'est aussi la génération que je retiens à titre personnel, hein. Celle qui m'a le plus marqué à Arsenal, c'est celle-là. Donc, je suis totalement d'accord avec ce que tu disais. Et du coup, bah, je vais te laisser enchaîner, Dr Meyer, justement, pour toi. Ah, pour moi, je pense déjà le joueur en fait qui m'avait vraiment attiré à Tottenham, en fait, déjà, c'était Hugo Lloris. C'était pourquoi? Parce qu'en fait, à l'époque, ce que je racontais en introduction, c'est quand j'ai vraiment commencé à m'intéresser au football. Là, Hugo Lloris, c'est un joueur qui m'a toujours que j'ai toujours aimé. Et à l'époque, quand je jouais sur FIFA 13, il était à Tottenham. Je dis, ouais, Tottenham, qu'est-ce que c'est? C'est bizarre. Bon. Puis, d'année en année, voilà, je continue à jouer. Il est toujours à Tottenham. Il est toujours à Tottenham. C'est quoi ce club? C'est un grand gardien et il est dans un club que je connais pas. Bizarre. Et c'était commencé comme ça. Et quand je me suis renseigné vraiment sur le club il y a quelques années, que j'ai regardé les matchs, c'était à l'époque de Mauricio Pochettino. C'était un vrai coup de fou. Je me suis dit, oh, mais c'est génial. C'est un club qui a une histoire, qui est sous-coté parce on n'en parle pas beaucoup. Et pourtant, je trouve que c'est vraiment un club qui a une histoire vraiment passionnante. Et du coup, voilà, c'est Hugo Lloris qui m'a vraiment amené au club. Maintenant, il y en a bien d'autres, des joueurs que j'apprécie. Harry Kane, évidemment, parce que vraiment aujourd'hui, peut-être que je suis pas objectif, mais je le considère vraiment comme le meilleur neuf actuellement. Devant Erling Haaland, devant Robert Lewandowski, je trouve que ce qu'il arrive à faire, c'est exceptionnel. Et puis depuis tant d'années, Harry Kane, ça a été le premier joueur sur une année civile à dépasser en nombre de buts le duo Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. C'est exceptionnel. Surtout qu'en plus, il joue en Angleterre. C'est un championnat très difficile. Réussir à marquer comme ça tout le temps, autant de buts dans un championnat comme ça si rapidement, parce qu'il a que 27 ans. C'est vraiment exceptionnel. Donc ouais, et là, cette année, il a encore passé un cap, je trouve, parce que maintenant, déjà avant, je trouve qu'il se dépensait beaucoup pour le collectif. Défensivement, au niveau de sa vision de jeu, on sentait qu'il y avait quelque chose. Et là, cette année, il est vraiment passé un cap au-dessus où il marque presque autant de buts qu'il ne fait de passes décisives. Actuellement en Première Ligue, c'est le meilleur passeur devant Kevin De Bruyne, rien que ça, qui est considéré pourtant comme étant le meilleur passeur du monde actuellement. Il va peut-être qu'à la fin de la saison, il sera même le meilleur buteur. Donc s'il arrive à être meilleur buteur et meilleur passeur, peut-être qu'il n'y arrivera pas, mais il saura de pas loin, je pense, à mon avis. Donc voilà, par rapport à cette saison et par rapport aux autres précédentes, évidemment, c'est vraiment un joueur qui m'a beaucoup marqué. Il y en a d'autres aussi, comme Christian Eriksen. Ça aussi, c'était un joueur que j'adorais jouer, que j'adorais voir jouer. Je le considérais aussi comme le meilleur à son poste avec Kevin De Bruyne quand il jouait en Première Ligue. C'était le magicien, c'était le meilleur de jeu de Tottenham. Et depuis qu'il est parti, justement, je trouve qu'il manque ce créateur à Tottenham. Et après, oui, voilà, il y a d'autres joueurs. Yann Vertonghen, j'avais beaucoup aimé aussi. Avant que Van Dijk arrive à Liverpool, je le considérais comme le meilleur défenseur de Première Ligue. Puis même aussi, il y a d'autres joueurs aussi que j'apprécie et pourtant que je l'ai pas vu jouer en direct, mais ça en m'intéressant à l'histoire du club, en regardant des résumés, des replays de matchs plus anciens, il y a des joueurs que j'ai trouvé vraiment intéressants, comme Gareth Bale évidemment, au début des années 2010, même si le Gareth Bale actuel, bon, il revient un petit peu en forme, mais c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec le Gareth Bale qu'il y avait au début de la décennie passée. Il était vraiment exceptionnel ce joueur. Luka Modric aussi était passé à Tottenham, il était très bon. Voilà, des joueurs comme Robbie Keane, Dimitar Berbatov qui formaient un duo formidable dans les années 2000. Et Son Heung-min évidemment que j'aime beaucoup, mais c'est pas mon joueur préféré non plus. Que de grands noms, du coup, qui sont passés par Tottenham. Mais et toi, Anthony, justement, sur ces deux équipes,
Tu as des joueurs qui t'ont marqué particulièrement, que ce soit à Arsenal ou à Tottenham? Alors moi, c'est un avis assez extérieur parce que je me suis pas beaucoup intéressé à l'Angleterre depuis que je suis le foot et quitte à énerver un petit peu nos deux invités. S'il y avait un club en Angleterre que je retiendrais un petit peu plus, ce serait plutôt Chelsea ou Manchester City. Alors non pas pour l'argent qui vient de je ne sais où quoi, mais juste pour le jeu. Maintenant, j'ai quand même un petit peu vu ce qui s'est passé. Et je pense notamment, comme on en parlait avant, au Tottenham du début des années 2010, avec tout simplement Gareth Bale et Luka Modric, qui étaient un petit peu de la même génération au club. Et donc, pour finir rapidement le tour de Tottenham, si aujourd'hui je devrais retenir des joueurs, forcément, il y a Hugo Lloris déjà, le français, on peut s'arrêter là dans sa description, il est français, Coupe du Monde, tout ce qu'on veut. Après, comme dit Eric Lamela, j'ai toujours eu un petit faible pour ce joueur, capable de coups d'éclat, malheureusement irrégulier, mais voilà, c'est le cas de bon nombre de joueurs. Mais c'est vrai que en plus, le peu de matchs de Tottenham que je vois, en général, il arrive à faire un truc, donc je ne sais pas si je lui porte chance ou pas. Et après, il y a un petit peu cette génération qui est arrivée, bon, même s'ils n'ont pas totalement le même âge, mais Dele Alli, Harry Kane, c'est aussi un petit peu des joueurs qu'on a vu grandir ensemble du côté de Tottenham depuis quelques saisons maintenant et qui sont toujours là. Et après, pour rapidement avant de passer à la suite, parce que c'est pas moi le spécialiste de ces deux équipes, pour rapidement passer à la suite, pour rapidement parler d'Arsenal, pardon, forcément, il y a eu l'époque des Invincibles, hein, même si je les ai pas forcément vus jouer parce que j'étais très jeune, mais les Vieira, les Bergkamp, les Pires, Campbell, Henry, enfin un peu toute cette génération-là. Et un petit peu plus tard, le duo Fabregas-Nasri, voilà, Nasri, pareil, un Français qui vient de Marseille, un talent gâché pour moi. Enfin, gâché qui n'a pas, qui comme la génération 87, si je dis pas de conneries, avec Benzema et Ben Arfa, et un peu dans les mêmes eaux que Menez, Non, c'est la même génération. un peu, voilà, c'est ça, un peu cette génération qu'on attendait encore La mieux, notamment génération en équipe de gâchée. France, voilà, c'est ça. Là, je dirais pas gâché parce que Benzema, il a le palmarès qu'on y connaît. Nasri, il a fini à Benzema, il est Manchester même plus en équipe de City. France, donc c'est gâché aussi d'un côté. Ah oui, oui, mais je veux dire, je dirais pas gâché au point de gâcher parce qu'ils ont eu des grandes carrières, mais c'est vrai au niveau équipe de France, on attendait un petit peu ces quatre-là beaucoup plus haut. Et au final, je pense que c'est Benzema qui a fait la plus grande carrière des quatre en équipe de France. Et vu qu'elle est pas très grande, entre gros guillemets, c'est un petit peu dommage. Et pour parler du Arsenal actuel, sachant que j'ai un petit faible pour le Real Madrid, il y a le petit Martin Odegaard que je surveille et que lui aussi, il a que 22 ans et j'ai l'impression que ça fait déjà 8-9 ans qu'on en parle, tant il a été transféré tôt du côté du Real. Et après, on a la petite doublette d'attaque, même s'il me semble pas, Fayad, tu me dis si je me trompe, mais il me semble pas qu'ils jouent ensemble en tout cas. La doublette qu'on a pu voir en Ligue 1, Alexandre Lacazette et Aubameyang, qui sont pour moi deux très bons attaquants, assez irréguliers aussi selon, mais capables de grandes choses. Donc après cette question, du coup, on va continuer un peu sur les questions et cette dernière partie de podcast. J'ai une première question pour tous les deux. Donc vous pouvez me répondre un après l'autre. Alors je sais pas, peut-être Docteur Meilleur en premier. On a vu certains joueurs passer d'un club à l'autre, notamment Sol Campbell. Voilà, je remue le couteau dans la plaie de Docteur Meilleur. Comment vous les considérez? Je donne par exemple maintenant l'exemple du Dortmund Bayern du premier podcast où il nous disait que voilà, c'était une évolution logique entre guillemets de passer dans le grand club allemand après Dortmund vu que c'est pas du tout le même type de rivalité, mais voilà, comment vous au sein de cette rencontre et de cette rivalité vous voyez les choses? Non, c'est pas comparable. La rivalité Dortmund-Bayern n'est pas vraiment comparable déjà parce que entre Dortmund et le Bayern, on appelle le Der Klassiker en Allemagne, donc c'est considéré comme étant le grand choc du championnat allemand. Mais bon, dans les faits, allez, je caricature un peu, mais quasiment chaque saison, il y a des joueurs qui font la passerelle d'un club à l'autre. Il y a le meilleur exemple, c'est peut-être Mats Hummels qui est passé 2 fois de suite, qui a fait l'aller-retour 2 fois de suite entre Dortmund et le Bayern Munich. C'est des choses qui arrivent très souvent. Et c'est ce qu'on Et nous y a pas. expliquait. Et pour eux, c'était un peu la logique presque qu'un Mario Götze allemand finisse dans le grand club. C'est ça. Et du coup, c'est pour ça C'est considéré comme étant quelque chose de logique. Alors qu'en Voilà, fait, c'est entre ça. Tottenham et Arsenal, c'est pas du tout quelque chose de logique. D'où la C'est des choses question et qui arrivent déjà très rarement. je vous laisse vous lâcher là-dessus. C'est des choses qui arrivent très rarement et en général, ça passe très mal. Évidemment, le meilleur exemple, comme tu l'as dit, c'est Sol Campbell.
Et pourquoi c'est Sol Campbell? Parce que Sol Campbell, déjà, il s'est engagé gratuitement avec Arsenal et qu'ensuite, il a été formé au club. Il a été formé à Tottenham. Il a fait plein de saisons à Tottenham. Il est en fin de contrat, il prolonge pas. Et il prolonge pas. Les médias spéculaient un peu, ils disaient mais pourquoi il prolonge pas? C'est bizarre, etc. Puis il signe à Arsenal, les supporters tombent des nues. Mais qu'est-ce qu'il fait? Et d'ailleurs, pour l'anecdote, ça a tellement choqué tout le monde que lors de son premier match à White Hart Lane, sous le maillot d'Arsenal, plein de supporters avaient mis des pancartes Judas. Et parmi un de ces supporters-là, ça a été confirmé par l'intéressé et aussi par Sol Campbell qui l'avait vu à un corner. Il y avait son frère. Il y avait son frère qui est supporter de Tottenham qui brandissait une pancarte Judas pendant le match. Donc c'est dire un peu l'énorme rivalité qu'il y a entre les deux clubs et surtout que c'est très mal vu de passer d'un club à un autre. En parlant de ça, moi, celui qui m'avait aussi déçu à l'époque, en tant que personne qui suivait attentivement Arsenal, c'était Adebayor. Même si Adebayor, bon, entre-temps, il est quand même passé par City. Et il y a le précédent où, finalement, bon, t'attendais plus à grand-chose à Adebayor à partir du moment où, bon, il se fait quand même acheter tout le match, il faut le dire, mais où il marque contre Arsenal et où il traverse tout le terrain. Je pense que vous vous rappelez tous de cette scène absolument surréaliste où il traverse tout le terrain pour faire une petite glissade sur les genoux devant les supporters d'Arsenal. Et finalement, Adebayor, ben, il finit du côté de Tottenham après ce passage. Et ça m'avait quand même déçu parce qu'Adebayor, c'est un joueur que j'avais beaucoup apprécié du côté d'Arsenal. Il avait eu un profil très intéressant, notamment dans l'après-Thierry Henry, où c'est un joueur qui était beaucoup caricaturé, comme un peu un joueur un peu bourrin, pas très à l'aise techniquement, alors qu'il avait pas mal de qualités, que ce soit dos au but, dans la finition. C'était vraiment un joueur qui avait un apport très intéressant au jeu d'Arsenal. J'ai encore en tête ce match contre Liverpool absolument fou, où Walcott lui offre le ballon de 4-4, si je dis pas de bêtises, ou de 3-2, il faudrait que je me rappelle exactement. Mais en tout cas, c'est un but en fin de match où Walcott nous remonte le terrain à une vitesse hallucinante et lui offre ce but. Et voilà, il avait vraiment une histoire avec Arsenal, Adebayor, avec Van Persie. C'est cette génération-là qui était un peu les Baby Gunners 1.0, quoi, avec Flamini à l'époque, avec l'éclosion de Sonny et Clichy. Il y avait vraiment une histoire qui s'était créée. Et de le voir à Tottenham, ça m'avait un peu piqué à l'époque. Je m'en rappelle. Après, bon, il y a aussi eu Gallas. Gallas, même si bon, c'est différent parce que Gallas, déjà, il a fait le Chelsea Arsenal. C'est ça, c'est un mercenaire, lui. Voilà. Il a fait C'est tous les ça. Et clubs de puis, Londres. voilà. Et puis, bon, j'ai envie de dire que mercenaire est le mot un peu fort dans le sens où j'ai envie de te dire avec du recul que, tu vois, un Sol Campbell, c'est différent parce que c'est un mec qui est formé à Tottenham, qui a baigné dans cette culture, qui a une compréhension qui est plus forte. Je pense que Oui. pour des joueurs qui viennent d'un autre pays, il y a forcément une sensibilité qui est différente. Il y a moins cet attachement, cette culture club. Je suis d'accord. Voilà, et donc c'est moins impactant. Surtout que Gallas, quand il rejoint Tottenham, si je dis pas de bêtises, c'est après la Coupe du Monde 2010. Il est vraiment en fin de parcours. Il a le mollet qui est déjà en vrac. C'est Et compliqué. il a eu le brassard de capitaine chez les deux clubs, je crois. Hein. Tottenham, c'est sûr, mais je C'est crois ça. aussi Arsenal. Arsenal aussi, oui. Il avait le brassard de capitaine C'est et il ça. avait même le numéro 10. C'est fou quand même. Il avait même le numéro 10, William Gallas, il faut le dire. Il joue en défense centrale avec le numéro 10. C'était assez surréaliste. Je vois que, en tout cas, ça fait bien parler de voir les Judas de chaque équipe passer justement de Tottenham à Arsenal ou de Arsenal à Tottenham. On va peut-être avancer puisque le temps nous rattrape et il nous reste encore quand même quelques questions à vous poser. Et déjà, celle-ci, en tant que supporter justement de ces deux équipes, comment vous ressentez justement cette rivalité face à l'autre? Est-ce que pour vous, c'est la plus grande rivalité qui est en Angleterre ou pour vos clubs? Je dis bien, j'essaie juste de faire la distinction entre les deux parce qu'on sait qu'il y a aussi de très très gros derbys dans d'autres villes. Et est-ce que c'est le match le plus important de l'année justement pour vous? Et puisqu'on était parti un petit peu dans un débat juste avant, je pense que ça peut être dans la continuité de ce que vous disiez justement. La plus grande rivalité, je sais pas, parce que tu as quand même la rivalité Manchester United-Liverpool, qui en termes de palmarès, c'est quand même plus élevé, on va pas se mentir. Ce sont deux clubs qui ont une plus grosse histoire en Angleterre et même en Europe. Et donc, je mettrais quand même cette rivalité devant, même si c'est assez étonnant parce que d'un autre côté, bon, Liverpool, ils ont quand même une grosse rivalité, surtout avec Everton. Donc, c'est assez compliqué. Quand tu penses à Liverpool, c'est vrai que tu penses plus au derby de la Mersey. Manchester, tu penses plus à Manchester City, mais on sait quand même qu'il y a cette rivalité entre United et Liverpool. Après, je trouve que ce qui est intéressant dans cette rivalité,
c'est qu'elle a pris un nouveau tournant sur la dernière décennie, dans la mesure où on a un Tottenham qui a grandi, qui a pris une autre dimension, qui a fait une finale de Ligue des Champions, qui a à un moment réussi à attirer des joueurs de très haut niveau, qui vraiment est en train de devenir vraiment, de s'établir comme un gros club anglais dans la mesure où, bon, en début d'année 2000, on avait le Big Four qui était établi. Après, c'est devenu un peu un Big Six et Tottenham est vraiment devenu un protagoniste tout simplement en première ligue. Et dans le même temps, tu as un Arsenal qui est sur le déclin, qui essaye un peu de revenir, mais qui n'est plus au niveau qu'il avait au début des années 2000. Et on a l'impression qu'on a deux dynamiques qui vont finalement en sens inverse et qui fait qu'il y a un peu un rééquilibrage. Bah, c'est vraiment ce qui est intéressant et je trouve que ça a donné encore plus de valeur à ce, pas de valeur, mais de saveur, on va dire, à ce derby-là. Il y a vraiment, en dehors du fait de gagner le match aller-retour, il y a le fait de finir l'un devant l'autre. Si je dis pas de bêtises, tu me confirmeras ça, docteur Meyer, même tu me le diras, parce que j'ai plus en tête exactement l'année. Je sais plus si c'est 2016, 2017 ou 2018, mais c'était la première fois que Tottenham finissait devant Arsenal en championnat depuis un bon bout de temps. Et c'est quand même quelque chose qui est significatif et qui montre... fait 5 saisons, 4 ou voilà. 5 saisons que Tottenham finit devant Arsenal. Et d'ailleurs, c'est un jour spécial hein, dans le championnat. Chaque club, c'est la Saint Tottenham pour quand Arsenal finit devant Tottenham, et c'est la Saint. Alors comment ils le disent? J'ai oublié. Là, j'ai retenu le nom de l'adversaire, mais pas le nom de mon propre club. Tu te rends compte? Je crois que c'est Saint Tottenham, un truc comme ça, que les supporters ont inventé ce jour-là pour le jour où Tottenham passe devant. C'est sûr que Tottenham finira devant Arsenal à la fin du championnat. C'est un jour spécial qui est fêté pour les deux clubs. Mais non, pour revenir à ce que tu disais sur l'enjeu des rivalités, bah, pour moi, oui, le North London Derby est le derby le plus important d'Angleterre à l'heure actuelle. Alors, je vais expliquer pourquoi je pense ça. Déjà parce que c'est sûr que c'est le plus important de Londres. Ça, par contre, c'est un fait établi. C'est vraiment la plus grande rivalité à Londres. Et ensuite, pourquoi je le trouve qu'il est supérieur à d'autres derbys? Déjà parce que la rivalité Manchester United-Manchester City, c'est une rivalité qui est récente. Et c'est depuis que Manchester City, à la fin des années 2000, début 2010, a commencé à monter en puissance. Mais avant, il y avait pas vraiment de rivalité. J'en ai déjà discuté Ah, avec des supporters de Manchester United. Ils disaient que City, ils s'en fichaient en fait. Hein. Ils les considéraient comme un club vraiment de seconde zone. Et eux, ce qui se concentraient, c'était sur Liverpool. voilà ce que j'allais te Et dire justement par rapport à Liverpool, vu que Fayad en parlait. voilà, c'était sur Liverpool. Mais Liverpool, le truc, c'est que c'est notre ville. Et moi, je trouve que ça joue quand même. Parce que dans la rivalité, on parlait de titres, mais une rivalité, c'est pas qu'une histoire de titres. C'est une histoire aussi de supporters. Et Tottenham et Arsenal, c'est des quartiers qui sont proches. Alors bon, j'y suis jamais allé pour le constater moi-même, mais j'ai vu j'ai lu des interviews de personnes qui l'ont constaté. C'est que même Wenger lui-même le disait d'ailleurs quand on lui avait demandé c'est qu'est-ce qui se passe quand Arsenal perd un derby face à Tottenham? Bah, le lendemain, c'est quand on va au supermarché, on fait la tête, on se fait chambrer au travail. Parce que il y a une logique de proximité entre les deux clubs. Ton collègue de travail peut être supporter de Tottenham, ton membre de ta famille supporter de l'Arsenal alors que toi tu es supporter de Tottenham. Tu vois, il peut y avoir vraiment au sein même d'une famille ou au sein même de collègues de travail, il peut y avoir ces tensions. Enfin, c'est pas méchant, hein, c'est des rivalités, c'est de bonne guerre. Et ça, bah, ça l'est pas forcément entre Manchester et Liverpool parce que c'est deux villes qui sont proches, c'est vrai, mais c'est quand même deux villes différentes. Et là, on est sur deux quartiers qui sont collés. Donc pour moi, ça c'est plus fort. Pour autant, ça veut pas dire qu'Arsenal est le club que je déteste le plus d'Angleterre. Par exemple, j'ai plus de respect pour Arsenal que pour Chelsea. Et ça, c'est un autre débat. Juste si je peux rebondir, parce que c'est vrai que c'est vrai qu'avec du recul, ce que tu as dit est très juste. Et c'est vrai que United-Liverpool, c'est pas une rivalité comme on pourrait la définir et qui pourrait être comparable à Arsenal-Tottenham, notamment d'un point de vue géographique. Je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est vrai que si on va par là, si on va vraiment sur l'historique récent, je trouve que le derby, euh, en dehors d'Arsenal-Tottenham, qui suscite le plus de hype et d'intérêt, c'est celui de Manchester. C'est celui de Manchester avec le renouveau, même la montée en puissance phénoménale de City Hmm. sur ces dernières Mais décennies. c'est un derby qui n'a pas d'histoire. Et c'est ce que je voulais C'est montrer vrai, aussi. c'est un derby qui n'avait pas de passé dans la mesure où, oui, City n'avait pas été un protagoniste aux premières places anglaises dans le passé, mais j'ai envie de te dire que l'histoire s'écrit aussi dans le présent. C'est-à-dire que l'histoire de ce derby-là, elle est en train de se créer aujourd'hui sous nos yeux et que il faut aussi le voir et ne pas le négliger.
Quand C'est on voit sûr. l'importance quand ces matchs, quand on voit que cette dernière saison, ben, il y a eu plusieurs cas où ben, les deux ces deux clubs ont fini aux deux premières places. Manchester United, un club qui est dans une phase de reconstruction, si on peut dire ça comme ça. Et si le club arrive vraiment à redevenir un club vraiment protagoniste, notamment en Europe, et vraiment un club en Angleterre encore plus, Hmm. qui retrouve encore plus de sa superbe, ça peut vraiment donner aussi quelque chose d'assez fou dans les années à venir. Oui, On- actuellement, oui, c'est les matchs Manchester United, le Manchester City, je suis d'accord, c'est les plus passionnants. Mais moi, on nous a demandé justement pour nous, qui est le meilleur derby. Je me dis, il y a plusieurs critères à prendre en compte. Pour moi, il y a l'histoire, c'est un critère à prendre en compte. La logique de proximité des supporters, c'est un critère à prendre en compte. Le palmarès, c'est un critère à prendre en compte. Et la forme actuelle, depuis quelques saisons, c'est aussi un critère à prendre en compte. Pour moi, quand on additionne tout ça, c'est le North London Derby. Et on parlera Ok, de ces deux autres voilà. derbys du coup dans deux autres podcasts qui seront consacrés pardon, donc au Liverpool Everton et au derby de Manchester. Mais comme disait Augustin avant, le temps continue et on a encore deux petites questions. Alors, je vais commencer par toi, Docteur Meyer. Mais la question t'est aussi adressée, Fayad, après lui. Est-ce que on parlait de la saison, on revient sur la saison actuelle et sur l'Europa League notamment. Est-ce que tu penses que Tottenham peut aller au bout, sachant qu'il y a déjà eu des grosses écuries qui auraient pu être favorites, qui ont déjà été éliminées? Je pense notamment à Leverkusen, à Hoffenheim, à Naples, mais À qui reste Leicester, à Leicester, mais qui reste encore du beau monde. Alors pour l'instant, il n'y a que les huitièmes de finale aller, mais Rome est bien parti, donc il reste forcément Tottenham ou Arsenal pour le deuxième, selon si c'est votre club ou pas. Il y a l'Ajax qui peut faire peur, il y a Villarreal qui est toujours costaud. Et après, il reste le match, le Manchester United AC Milan qui laisse toutes ses chances pour le retour avec le 1-1, mais où on aura deux équipes potentiellement qui peuvent aller au bout. J'avais notamment j'avais vu sur Twitter que ça parlait d'un match de Ligue des Champions des années 2000-2010 avec ces deux grosses écuries. Est-ce que tu penses pour toi que Tottenham peut aller au bout, va aller au bout? C'est quoi un petit peu ton pronostic sur la suite de l'Europa League? peut aller au bout, oui, mais tout est possible. Il n'y a pas il y a pas de déterminisme dans le football, il n'y a pas d'inéluctabilité. Je peux pas dire, oui, c'est sûr, on va gagner. Non, il n'y a pas de c'est sûr. C'est un peu comme dans certaines vidéos YouTube ou certains articles où on dit pourquoi machin va battre machin. Non, tu peux pas dire ça. Il n'y a pas de certitude dans le football. Donc, je peux pas dire que Tottenham va ou ne va pas gagner. Mais oui, bien sûr que Tottenham peut, je l'espère, que Tottenham va aller au bout. Mais je peux pas dire que c'est une certitude et que ça va se produire. Vrai que quand on regarde le début de saison de Tottenham, j'avais un peu regardé les avis de beaucoup de monde. Tottenham était vu comme le grand favori en début de saison de l'Europa League. Maintenant, depuis 2, 3 mois, le niveau est très compliqué. Et la Quand forme je vois, change. Puis tu as les reversés d'Europa League aussi, de Ligue des Champions, pardon, et il y a aussi les notamment reversés de Ligue des l'Ajax Champions. qui est toujours un gros morceau. C'est vrai, mais bon, on leur mettra Lucas Moura, on mettra Lucas Moura titulaire. Je pense que ça va leur rappeler des bons souvenirs. Mais ouais, c'est assez compliqué de dire si on peut aller au bout ou pas. Mais je reste assez pessimiste quand même par rapport à ce qu'on voit en ce moment. J'espère qu'ils vont aller jusqu'au bout, qu'il va se passer quelque chose, parce qu'il serait quand même grand temps, que Tottenham remporte un titre. Ça fait trop longtemps que c'est arrivé. Ça fait beaucoup trop longtemps. C'est depuis 2008 que Tottenham n'a plus remporté de titre. Là, ce serait un titre européen quand même, donc c'est quand même pas rien, et qui donnerait une place en Ligue des Champions, puisque là, je pense que la Ligue des Champions, c'est mort pour le championnat. Donc, ça doit être l'objectif principal maintenant. Est-ce que le club va y arriver? Bah, je l'espère, mais je reste assez pessimiste quand même. Et toi, Fayad, du coup, qu'est-ce que t'en penses? Donc voilà, on va pas refaire la question, mais notamment, Arsenal a notamment sorti en 16e Benfica, qui mine de rien peut aussi, les équipes portugaises, comme on l'a vu avec Porto en Ligue des Champions, peuvent aussi jouer des tours au plus gros, entre guillemets, aux favoris. Est-ce que tu penses qu'Arsenal a les armes d'aller au bout? Là, ils sont bien partis pour passer face à l'Olympiakos, même si, comme l'a dit Docteur Meyer, un match n'est jamais doué d'avance, une compétition non plus, on est bien d'accord. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent aller au bout si maintenant ils tombent contre un United, un Milan ou l'Ajax, par exemple, ça va pas passer? En tout cas, ça doit être. Je pense que c'est l'un des objectifs prioritaires de la saison d'Arsenal parce que quand tu vois la 10e place, quand tu vois que bon, il y a la 6e place qui est à 5 points, mais que finalement, il n'y a pas non plus de gros objectifs à aller chercher sur cette fin de saison, bah forcément, l'hypothèse Europa League prend de l'épaisseur.
D'autant plus qu'il y a toujours cette finale perdue contre Chelsea qui est un peu en travers de la gorge, je pense, du côté des supporters des Gunners. Et puis les titres, les gros titres, c'est pas quelque chose qui est légion du côté d'Arsenal, notamment au niveau européen. Pour aller encore plus loin, on peut se rappeler de cette fameuse finale au Stade de France. Et quand on regarde le tableau, forcément, ça dépendra du tirage au sort. Mais Olympiakos, il va falloir quand même se faire le match retour. Hein, ça va pas être aussi simple que ça. On se rappelle de l'élimination l'année dernière. On sait qu'Arsenal a une capacité d'autodestruction au-dessus de la moyenne et que donc, ça peut très, très vite. Euh, Ça peut très vite se dire au cauchemar, tout simplement, du côté d'Arsenal. Et puis, il y aura quand même des équipes auxquelles il faudra faire attention. Il y a quand même la Roma qui sait se montrer intéressante et qui est en bas la touche favorable, enfin, même, voire même très favorable. Il y a Tottenham dont on a parlé. Il y a l'Ajax qui est quand même une équipe, qui est quand même une équipe intéressante. Et puis, tu as le vainqueur, tu vas avoir le vainqueur de la fameuse confrontation entre Milan et Manchester United. Donc, il y a quand même des clients. Donc, voilà, ça va être vraiment arrêté par le tirage au sort, mais ça doit être l'un des objectifs. Et on sait que Arsenal, il y a vraiment, du côté d'Arsenal, il y a ce côté Dr. Jekyll et Mr. Hyde, mais quand la pièce tombe du bon côté, il y a capacité de faire mal, il y a capacité de se montrer très intéressant face à n'importe quelle équipe. Euh, donc, euh, donc voilà, ça doit être un objectif. Il y a il y a de quoi faire, mais ça dépendra aussi du tirage au sort et de l'état de forme dans lequel arriveront les Gunners au moment de ces confrontations euh, à élimination directe. Donc moi, si je peux donner encore mon avis extérieur, alors je vais pas me focaliser sur Tottenham ou Arsenal, mais pour moi, je pense vraiment que ce sera le vainqueur de la confrontation entre United et Milan qui va aller au bout. Alors désolé pour tous les deux, hein, et bon, comme j'ai dit lors du dernier podcast, je suis très mauvais en prono, même si c'est plus ou moins passé ce que j'avais dit lors du Bayern Dortmund, mais c'est une autre histoire. Mais moi, je mettrais une pièce sur Milan pour la victoire finale. Du coup, et toi, Augustin, t'en penses quoi sortie du cadre Tottenham-Arsenal pour finir avec cette Ligue Europa? Ouais, moi, je suis. En fait, moi, il y a une équipe que j'aime bien, bizarrement, mais personne n'en a parlé. Et pourtant, depuis l'année dernière, ils reviennent sur le devant de la scène, du moins en Europa League, c'est les Glasgow Rangers. J'étais Je vais sûr. pas dire que c'est les favoris de la compétition, loin de là, hein, mais vraiment, ils jouent bien, ils jouent au ballon, ils ont des résultats. Donc là, je crois ils sont pas forcément en ballottage favorable hein, pour. Ils ont gagné à Je sais pas. l'extérieur. Si, si, ils ont gagné Si, à ils ont gagné. Prague, Ok. même si après Prague a notamment fait tomber Séville, Il y a qui a eu enchaîné les 1-1. Europa League, c'est jamais Il y évident. a eu 1-1. Il y a eu Mais c'est vrai 1-1. que Ils ont un but d'avance, je crois, du coup. c'est vrai que Steven Gerrard fait un très bon travail depuis cette saison aux Rangers. Il me semble qu'ils sont déjà très très bien Champion partis dans leur d'Écosse. championnat de tête, ou ils Oui. sont déjà champions d'Écosse, je sais plus. Largement en avance en Écosse. Donc Ils ont bouffé tout le monde. Non, il y a aussi une autre équipe Ils sont champions d'Écosse, hein, les Rangers. Ouais. Ah non, ils ont bouffé le championnat d'Écosse, il n'y a pas d'autre Oui, mot. Ils ont été oui, largement ils le sont au-dessus. déjà. C'est victoire totale. C'était pas arrivé depuis 9 saisons. C'était C'était assez Celtic Glasgow, exceptionnel. d'ailleurs. Encore un derby, tiens. Celtic J'allais Rangers. y venir justement. Ça, c'est un vrai derby. Ça, on parlait de proximité des clubs. Ça, Celtic Rangers, c'est un vrai derby britannique. Et oui, non, il y avait une autre équipe pour revenir sur l'Europa League qui m'intrigue. Je ne vais pas dire qu'ils peuvent faire quelque chose, mais au vu du tableau et peut-être de ce qu'ils peuvent, et avec un peu de chance, bah, c'est Grenade. Ils sont pas forcément connus. Ils sortent bah, d'Espagne, hein, mais c'est pas les clubs espagnols auxquels on pense en premier. Mais bon, voilà, là, ils jouent contre un des petits poussés, Molde, c'est une équipe norvégienne. Ils sont en ballottage favorable aussi, donc je pense que Grenade peut faire quelque chose. Après, non, moi je suis assez d'accord qu'avec Anthony, pour le coup, même si je confirme qu'en prono, c'est pas une bête, Manchester-Milan, l'une des deux équipes va aller très loin, sauf surprise. Et moi, ouais, j'aimerais bien justement voir une finale digne d'un North London Derby, mais ou ne serait-ce qu'un match Arsenal-Tottenham avant, hein, dans le tirage auparavant. Mais ouais, moi, je vois bien justement un Milan aussi, ou pourquoi pas pour la surprise Villarreal, aller en sa- finale. Je ne dis pas sachant que gagner, mais Sachant que voilà. Grenade en 16e a sorti Naples, qui n'est pas une mince affaire quand même, hein. Naples, ça joue très très bien C'est compliqué cette saison pour eux quand même. c'est compliqué, mais ça reste quand même toujours une équipe. Pour une équipe comme Grenade, c'est un beau fait d'armes. Je voulais poser la dernière question, et là j'ai envie que ce soit la guerre totale. Quelle est la meilleure équipe entre vous deux, justement? La question, la question compliquée. Ouais, franchement, sur la dynamique du moment.
J'ai envie de te C'est la dire meilleure équipe Arsenal. actuellement? Sur la dynamique Ouais, du ouais. moment, moi, j'ai Arsenal. J'ai Arsenal parce que Tottenham, depuis le début 2021, il y a un gros passage à vide. C'est une saison un peu étonnante dans le sens où tu as ce début de saison un peu en boulet de canon où pas mal de gens et moi, je me mets dedans, tout simplement. Enfin, tout simplement, clairement, pardon. Je les voyais vraiment très hauts, je les voyais très solides, je voyais cette capacité à faire très mal en transition, je voyais un peu cet esprit commando au sein de cette équipe, et puis finalement ça s'est essoufflé. Il y a eu la blessure de Kane qui n'est pas du tout étrangère à tout ça, et Mourinho a eu beaucoup de mal à faire un peu la mise à jour pour trouver d'autres solutions en son absence. Et puis le jeu en transition est un peu trop dépendant de certaines individualités comme Kane, comme Son. Et ça fait que voilà, depuis 2021, il y a plus de difficultés du côté de Tottenham. Il y a une série entre fin janvier et fin février où il y a quelque chose du genre de 6 défaites en 8 matchs. Enfin, il y a vraiment Hmm. une série de résultats très, très, très négatifs Oui. pour Tottenham. Et ça coïncide un peu justement avec la période où Arsenal s'est remis dans le bon wagon, s'est remis tout simplement d'appoint. Et, euh, et quand on regarde l'effectif, ce qui est étonnant, c'est que je pense que Tottenham a du meilleur matériel qu'Arsenal, mais sur la forme du moment et sur les dynamiques, je pense que ça s'est vu encore une fois hier, je pense qu'il y a pas vraiment photo. Et toi, Thomas, J'irais t'en pas penses quoi? jusqu'à dire qu'il y a pas photo, mais j'ai sensiblement le même avis. Oui, on va être, oui, évidemment, on serait tenté de dire oui, Arsenal est meilleur que Tottenham parce qu'ils les ont battus hier. Oui, bon, d'accord. Ça de côté, oui, quand on regarde leur dernier match au niveau de la forme, Arsenal s'en sort mieux que Tottenham. Après, c'est une question de forme. Je pense en termes d'effectifs sur le papier, plus il y avait eu, alors je sais plus c'était quel site qui avait fait ça. Est-ce que c'était Opta? Non, ça devait être, non, c'était pas Opta. Ils font pas ça. Eux. C'était un site qui avait publié une équipe mixte par rapport à une notation. Donc c'est au niveau des statistiques en fait. Ils leur attribuent une note au niveau de leur saison. Ils ont décidé de faire une équipe mixte pour, donc c'est assez. Bon, c'est vrai que les stats ne font pas tout, mais ça donne quand même une certaine indication sur le niveau d'un joueur. Et ils ont fait une équipe mixte en fonction des notes de chaque joueur combiné. Bah, tu n'avais que deux gunners dedans. Tu avais Gabriel et tu avais. Alors, je sais plus si c'était Saka. C'était Saka. Voilà. Tu avais Gabriel et Saka. Tout le reste, c'était des Spurs. Donc 9 Spurs pour 2 Gunners. Bon, alors on peut être d'accord ou pas d'accord. Bon, c'est vrai que c'est pas forcément objectif ce qu'ils disent, mais c'est vrai que personnellement, il n'y a pas beaucoup de joueurs à Arsenal actuellement qui me font envie. Mais c'est J'aime bien Gabriel et il aurait fait un bien fou à Tottenham mais Tottenham n'était pas dessus. Et au final, il a fini chez Rival. Donc bon, c'est tant pis pour moi, mais c'est un joueur que j'apprécie quand même. J'apprécie aussi Kieran Tierney, même si je préfère Reguilon, bien qu'il est encore un petit peu tendre, je trouve, en première ligne, mais je trouve qu'il a un niveau technique vraiment pas mal. Donc oui, en termes d'effectifs, je préfère Tottenham. Objectivement, je préfère Tottenham. Après, oui, en termes de forme, oui, peut-être une petite avancée pour Arsenal, mais je trouve quand même que c'est une équipe qui est quand même très irrégulière. Et surtout, je trouve que contrairement à Tottenham, où j'arrive plus ou moins à savoir quel est le problème, c'est la stratégie de Mourinho. Et certains joueurs qui s'entêtent à faire jouer, qui sont nuls, comme Doherty et Alderweireld. Arsenal, je trouve que le problème est vraiment de fond. Leur irrégularité, elle dure depuis très longtemps, depuis plusieurs saisons. Et il y a des problèmes un petit peu partout. Tottenham, quand il faut gagner un match important, il se foire toujours. Ça, c'est une constante dans l'histoire du club. C'est les matchs clés, ils se foirent. Et je crois que ça sera le mot C'est de comme la ça. fin, justement. Les matchs clés, Tottenham se rate. Ça sera le mot de la fin, justement, avec, bah, pareil, un final de la Champions League. Hein. C'est un match important et c'est un raté. Mais peut-être qu'un Mm. jour, justement, la dynamique tournera. En tout cas, un très grand merci pour vous deux, enfin à vous deux, pour toutes ces analyses. Vraiment, on dormira moins bête ce soir. Et merci à toi, Anthony, bah, pour tout ce que tu nous as apporté sur cette émission. Quant à vous, chers auditeurs, si ce nouvel épisode de Derby Time vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le liker et à nous rejoindre sur tous les comptes, que ce soit Twitter, Instagram. Pour Duo de foot, on se retrouve dans 2 semaines avec un nouveau derby et on peut déjà communiquer que ça sera un retour en Allemagne. On n'innove pas trop, mais c'est pas grave, les derbys sont quand même assez intéressants outre-Rhin. Donc voilà, bonne soirée, merci encore à vous deux pour
pour votre participation. Avec plaisir. Merci Ciao, à ciao. vous. Ciao. Ouais, le plaisir a été partagé. C'était vraiment très intéressant et très instructif Et bah de super, discuter c'est trop avec cool. vous. Merci beaucoup.